Bonsoir à tous. C'est une présentation à tiroir. Journaliste, c'est lui, la nouvelle voix de notre continent. Notre mémoire prend un coup de jeûne dominical sur RFI. Chercheur, il n'aime pas les certitudes. Les géants aux pieds d'argile. Il fait sien la prière de François Hainaut. Rappelez-vous, oh mon Dieu, fait de mon corps, un homme qui interroge. Sociologue, notre société en a pris cher avec un Dieu et des mœurs. Romancier, il a fait l'éloge du dandysme avec Mal Noir. Quatre casquettes et peut-être plus. Elgas, notre invité de ce bel. Elgas, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Papa Lune et puis merci de m'accueillir. Ça doit être la quoi maintenant? La 4e ou la 5e fois? 4e, je pense. En tout cas, merci. C'est toujours un plaisir d'être ici. Ça fait quoi d'être poseur de questions? Vous apportiez beaucoup de réponses. Maintenant, poseur de questions sur RFI, ça fait quoi? Qu'est-ce qui change? Fondamentalement, pas grand-chose. Parce que quand on est sociologue, on fait beaucoup d'enquêtes. Et quand on fait des enquêtes, on a des guides d'entretien. C'est rébarbatif, c'est ennuyeux, c'est pas très agréable, on n'a pas forcément les réponses les plus exaltantes au monde. Mais on pose des questions. Parce qu'on essaie d'explorer, de creuser dans la psyché, dans notre sujet, sur les faits, pour essayer d'en avoir une lecture beaucoup plus complète que la charpente théorique après ensuite et d'épaissir, et donc ça donne des travaux de chercheurs. Voilà. Les chercheurs ne sont pas très cotés, c'est pas toujours le travail le plus agréable, mais à la base, au fondement du travail de recherche, il y a des questions que l'on pose à des sociétés, des questions que l'on pose à des individus, des questions qu'on pose à des faits, à des auteurs. Donc la dialectique initiale est fondamentalement faite d'abord de questions. Les questionnements, comme le doute, comme les hypothèses, comme les intuitions, sont autant de choses en fait qui forment l'arsenal du chercheur. Donc quand on est journaliste, ce qui est aussi ma première passion, on pose des questions. Donc je pense pas qu'il y ait de rupture. La nature change, le sujet change, et l'idée c'est pas forcément d'être dans un tennis de questions et de réponses, mais plutôt dans une conversation. Et je pense que très important, la conversation n'exclut pas les questions. C'est donner une dimension beaucoup plus globale pour essayer d'avoir un spectre très large. Donc, ces différentes casquettes, finalement, se meuvent en moi assez facilement. Et j'espère, en tout cas, que j'essaie de toucher du doigt une certaine forme de pluralité de registres, parce que il y a aucun sujet, par essence, qui ne soit un trait unique. Si on arrive à couvrir un spectre général, on touche du doigt un idéal qui m'est cher. Et donc, c'est pourquoi les questions, qu'elles soient de chercheurs, de journalistes ou de littérateurs, parce que j'aurais pu parler de ça, quand on est un romancier aussi, on interroge beaucoup. On donne très peu de réponses, finalement, on questionne la société. Mais ce sont des sujets que tu connais très bien. Ça vous arrive de jouer à l'idiot, de poser des questions auxquelles vous connaissez la réponse? Vous appelez ça jouer à l'idiot? Bon, enfin, je note la tonalité triviale. La tonalité triviale et satirique. Vous savez que moi, je suis friand, justement, de satire. Non, on pose jamais de questions gratuites pour faire l'idiot. Quand on est un journaliste, on ne parle pas uniquement dans un vase clos à des gens qui sont uniquement des initiés. On est surtout le dépositaire, justement, d'une forme d'exigence de pédagogie pour le grand nombre. Et quand on est conscient de cette mission, il faut toujours essayer de poser des questions pour pousser les interlocuteurs à répondre le plus précisément possible, mais aussi apporter des connaissances. Et apporter des connaissances, c'est parfois essayer de détricoter l'évidence. Quelque chose qui paraît tellement naturel, tellement versé, je veux dire, dans le quotidien, dans la connaissance commune, qu'on en a une connaissance finalement assez partielle. Et donc, poser des questions qui peuvent paraître évidentes, c'est explorer, c'est peut-être aller au-delà pour essayer d'approcher une certaine forme de précision et de technicité qui me semble très importante. Alors, un autre aspect sur ça, je pense que nous avons tous intégré comme journalistes l'idée qu'on ait une forme d'interface pour faire irradier d'une certaine manière les connaissances. Mais à cette casquette, je rajoute ma casquette d'universitaire. Cette émission, je l'envisage pas naturellement uniquement comme journaliste. Je l'envisage comme écrivain, je l'envisage aussi comme chercheur. Et donc, j'ai l'impression, moi, finalement, chaque semaine, de faire une thèse. Et c'est ce qu'il y a de plus exaltant. C'est d'aller à la connaissance, justement, du sujet, de lire
et de pouvoir naviguer dans ces sujets qui peuvent être complexes. Et des sujets complexes comme l'histoire, par exemple. Notre histoire, l'histoire de l'Afrique, et même celle du monde, c'est un peu autant charmant que complexe de parler des histoires d'une Afrique qui n'est pas seulement une Afrique, mais des Afriques. Comment vous faites? Alors, il n'y a pas de recette magique. D'ailleurs, il faut d'abord parler d'un passif. Le passif, c'est que l'histoire africaine a été au cœur d'enjeux à la fois de monopole du récit, à la fois aussi de mépris parfaitement raciste. Je vais pas faire toute la généalogie de tout ce qu'on a dit de l'histoire africaine, voilà, d'un continent sans histoire, et puis de tous les traités, je veux dire, parfaitement racistes et qui peuplent les premiers savoirs un peu encyclopédiques qu'on a fait sur le continent. Donc quand on arrive sur cette matière, on arrive avec énormément d'humilité, mais avec une boussole qui est fondamentale, c'est la rigueur, une certaine forme d'éthique morale et intellectuelle. Et donc, l'histoire, elle est large. Il y a l'histoire très, très ancienne, il y a l'histoire antécoloniale, il y a l'histoire forcément coloniale qui est justement quelque chose d'inextricable. On ne peut pas faire sans. Et puis, il y a l'histoire beaucoup plus moderne. Mais la variété des sujets, elle est infinie. Elle est infinie. C'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure de thèse. Et aller sur la chasse, dans la chasse de cette expérience plurielle, pour qu'on puisse connaître l'histoire, mais dans son étendue la plus vaste possible. Donner la parole à des chercheurs, le mettre en musique aussi dans des récits d'une certaine manière. Oui, c'est quelque chose d'agréable, d'exaltant, mais qui nous oblige. Oui. Qui nous oblige à être à la fois pointus, à revérifier, à questionner, et puis parfois, justement, à venir terrasser des certitudes absolues qui ont fini parfois par s'enquister dans la conscience des gens. Vous aimez ça? Pas spécialement. Je me réveille pas le matin, comme dirait l'autre, en ayant pour obsession de déboulonner des mythes. Mais si, justement, par une conjonction de facteurs convergents, avec la vision d'un chercheur pointu, et puis notre volonté, d'une certaine manière, d'ajuster un certain nombre, justement, de problèmes dans le récit sur certains faits historiques, oui, on s'en prive pas. Il y a toujours quelque chose de savoureux à corriger une erreur. Il ne faut pas que ce soit un dogme, mais il faut que ce soit une certaine forme de vérité de la conscience, parce qu'on le doit aux auditeurs. Et puis, Oui. le contexte dans lequel on est, de prolifération particulièrement industrielle des fausses informations, avec la création, mais ex nihilo, de fake news absolues, contre lesquelles les vérificateurs les plus aguerris n'arrivent pas à faire quelque chose, ça rajoute à notre exigence une dose justement d'éthique et de morale pour essayer de déconstruire beaucoup de mythes. Il y a sur le sujet de l'histoire africaine nombre de certitudes, nombre d'idées reçues, nombre de constructions, parfois des constructions tout à fait militantes, qui s'éloignent des faits tels qu'ils sont, qui ne sont pas nécessairement populaires. Mais le milieu de la recherche, justement, dans son réduit, finalement, se bat pour justement essayer d'insuffler un peu plus de vérité, un peu plus, justement, de raison. Et c'est un grand bonheur de leur donner la parole, parce que l'enjeu, finalement, ce sont eux les premiers producteurs. Sans tabou, sans contrainte, sans tabou? Alors, sans contrainte, sans tabou, il ne faut pas vivre dans un monde de bisounours et dans un monde Il y a des points idéaliste. morts. Il y a toujours des points morts et des angles. Et puis, de toute manière, vous savez, il n'y a aucune dimension du problème qui ne soit pas politique. Le choix de l'engagement comme le choix du désengagement. Le choix de traiter tel sujet comme le choix de ne pas traiter tel sujet. Le choix d'angler, le choix de donner une tonalité est parfaitement politique. Mais la politique doit toujours cheminer avec cette exigence et cette complexité dont je parle. On peut avoir la volonté justement de rétablir qu'est-ce qu'on n'a pas dit. L'homme africain n'est pas entré dans l'histoire ancienne d'Henri Guénaud qu'on a retrouvé dans la bouche de Sarkozy en 2007 à l'université de Dakar. On pourrait interroger la bibliothèque à la fois coloniale comme littéraire, série d'écrits absolument scandaleux, ni fait ni à faire, et qui ont prospéré, qui ont pendant longtemps été le moteur des connaissances générales. Oui, l'ambition que j'assume, que nous sommes d'ailleurs nombreux à assumer, c'est de pouvoir dire là, on était dans des récits parfaitement dévoyés et que l'histoire, justement,
est une forme d'accoucheuse de vérité. Et l'accouchement d'une vérité, c'est toujours un tout petit peu douloureux face à beaucoup de certitudes qui sont établies. Mais sans obsession aucune, l'idée de raconter l'histoire sans désir de vengeance, sans désir de revanche, mais tout simplement pour enchanter une histoire qui est belle et qui se trouve dans les courants du monde, qui n'est pas fermée dans des sectarismes et qui embrasse un horizon large, c'est dire aux jeunes Africains tout simplement qu'il ne faut pas envisager l'histoire comme un poids, mais justement comme le moteur d'une transformation, parce que l'histoire se trouve derrière, mais elle est surtout aussi belle parce qu'elle est à écrire. Et donc l'envie de faire cette jonction-là, elle est au fondement justement du travail que j'essaie de mener. Parlons de cette histoire que vous avez décidé de traiter dans Afrique Mémoire d'un continent, histoire qui a été censurée ici. C'est le livre de Severino Enengo d'Alberto, Histoire d'une Casamance autonome. C'est politique ça, c'est fait à dessein. Oui, c'est parfaitement politique, mais on refera pas le débat et l'affaire. L'affaire a été suffisamment scandaleuse qu'elle a bien sûr fait naître, fait jaillir même une certaine forme de riposte d'une pensée intellectuelle. J'ai écouté l'émission en 39 minutes, j'ai tout écouté et c'est le contraire de ce que l'on dit. C'est-à-dire que, oui, voilà. Voilà un exemple parfait de ne pas suivre l'hystérie collective, de prendre un livre, de le lire, de le comprendre et de ne pas être dans la complaisance et de poser des questions à son autrice pour qu'elle s'explique. C'est une connaissance fabuleuse sur l'histoire africaine. Et bien sûr, quand on est politisé, bien sûr, quand on est dans un jeu immédiat, parfois quand on est porté par une fibre démagogique ou populiste, on peut avoir de l'histoire des versions complètement travesties, mais fondamentalement, le temps est l'allié de l'histoire et le temps est l'allié de la vérité. On peut faire tout ce que l'on veut, brasser énormément de poussière et ainsi de suite. Il restera quelque chose qu'aucune intention politique ne pourra parfaitement travestir. Ce sont les faits de l'histoire. Et moi, c'est ce que j'essaie de mettre au cœur, justement, de mon travail. Oui, Séverine Awenengo, je la connais, je l'ai reçue. Je suis très heureux de voir d'ailleurs que mon camarade Mbougar a fait un texte aussi pour le défendre. Ibrahim Achoub et le professeur Khalidou aussi ont fait un texte. Beaucoup d'autres d'ailleurs anonymes l'ont soutenu. Mais vous savez, si on regarde l'histoire très très longue, il y a beaucoup d'autres livres qui ont subi la censure au Sénégal, sur le même sujet d'ailleurs, la Casamance. Jean-Claude Maru, oui. Ce que disent les armes. Oui. À l'époque, c'était Abdoulaye Wade, je crois, et donc on a voulu le censurer. Mais même, j'ai un ami écrivain, c'est Moumama Diop, quand il a écrit un livre aussi, on a parlé de censure. Il y a peut-être un élan conservateur qui n'a jamais réellement disparu dans la société. Ou peut-être la peur. Oui, mais c'est pas tout à fait la peur. La peur serait légitime. On peut avoir peur, mais la peur ne peut pas être la tétanie. La peur ne peut pas être l'anesthésie. La peur ne peut pas être l'argument de l'empêchement du débat. Donc la peur est un argument finalement pour moi qui est totalement irrecevable. Il y a une volonté construite par des élites conservatrices de tenir un discours d'intimidation contre beaucoup de forces créatrices et courageuses. C'est pourquoi l'aventure intellectuelle n'est pas de tout repos. Poser des questions, c'est pas faire l'idiot, c'est pas si innocent que ça, d'une certaine manière. C'est croiser le fer avec des forces obscurantistes diverses, qui ont d'ailleurs leurs arguments, leurs contre-arguments, leurs contre-récits. Pendant très longtemps, les intellectuels ont dit, bon, on se met pas dans cette bataille-là, parce que c'est une bataille de caniveaux, ainsi de suite. Mais de temps en temps, on ne peut pas faire l'économie, justement, de répondre factuellement, frontalement. Et cette question de la frontalité du débat, elle est essentielle. Elle est d'autant plus essentielle qu'on est dans une période où on ne peut pas se débiner face à des responsabilités qui sont des responsabilités majeures. Et donc, toute cette séquence, elle a montré l'importance justement de rester serein, de rester parfaitement zen et justement de donner au livre la prééminence justement des vertus de la littérature et de la recherche, c'est-à-dire aller chercher des informations et les partager au grand public. Après, le grand public, dans toute sa grande conscience, peut être d'accord, ne pas être d'accord, mais l'acte de production ne peut pas subir des intimidations. Et peut-être rester libre, c'est ça le maître mot. Vous commencez avec un Joey Demer, après vous faites un peu la contre-histoire des aliénis, et maintenant vous dirigez une nouvelle sorte de
collection pour enterrer Sankara. C'est pourquoi mais il va jusqu'où là? Vous savez, je serais bien présomptueux de vouloir enterrer Sankara. Vous savez, je suis directeur de collection d'une collection qui m'a été confiée par la maison Rive-Neuve. C'est une collection d'essais plutôt courts, tranchants, où on recherche à la fois de l'érudition et du style. Bon, c'est un peu le cahier des charges, c'est ce qu'on a envie de faire. Il se trouve qu'il y a un garçon que je trouve brillant, que je trouve avec un bon style, que je connais depuis très longtemps, qui m'a proposé un texte qu'il appelle Enterrer Sankara, et c'est sur les économies africaines. Et je dois rappeler juste quelque chose. Oui, le titre est piquant. Bien sûr. Le titre est piquant. Le titre est piquant, mais heureusement que la littérature fait dans la satire, dans l'excès, dans la caricature, dans le piquant. Heureusement, une littérature qui serait neutre, parfaitement fade, ça n'intéresserait personne. Donc voilà. Donc il secoue le cocotier, et c'est exactement ce que j'ai envie de semer comme graine. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec mes auteurs. Mes auteurs ont leur liberté absolue. Et les connaissants, d'ailleurs, ce ne sont pas des garçons ou des filles qui sont influençables. Mais je les soutiens. Je les soutiens dans cette entreprise, justement, de déconstruction de beaucoup de mythes. Et autour de la figure de Sankara, il y a énormément de mythes. Et c'est son héritage économique, pour le coup, qu'il interroge. Il l'interroge avec des faits, avec une documentation sérieuse, avec une contre-proposition intellectuelle, avec une revue de littérature, pour un livre que je crois a tout pour devenir un jour un classique sur les économies africaines. Et je le crois, c'est pas uniquement un parti pris de directeur de collection, mais je pense que Joël a frappé un grand coup. Quand je dis Joël, c'est bien sûr, c'est Joël Lessia Asoko, qui est l'auteur du livre. Donc voilà. Mais sans aucune animosité, sans de polémique stérile, avec une offre de débat. Si, dans la galaxie, justement, économique et politique, on peut accueillir ce qui manque, au fait. Mais le débat. Mais écoutez, Papa Lune, mais vous y contribuez modestement. Vous souffrirez qu'on vous fasse un petit compliment. Et je pourrais vous en faire beaucoup d'autres. Mais des espaces de débat, dans les grandes chaînes nationales, à des heures de grandes écoutes, où les journalistes sont parfaitement insoumis, osent regarder le président dans les yeux et lui poser des questions sans se débiner. On l'a pas. On a une culture encore. Dernier épisode entre Macron et Gilles Boulot. Le maire foutez de nous. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr que les contextes sont différents. Bien sûr. Les contextes sont différents, mais je veux dire, l'exigence de journalisme, lui, elle est universelle. C'est vrai. Quand on regarde les interviews des présidents de la République, ici, au Sénégal, on a l'impression que c'est une cour déférente face à un roi. Et donc, même les relances sont timides, elles sont molles. Sont interdites. Oui, sont interdites. C'est triste. Mais j'espère qu'un jour, le président viendra dans Belle. On le souhaite. Et que vous aurez le courage de lui poser des questions sans vous débiner. Moi, j'ai été à Diagagnan. On m'a dit que c'était un grand lecteur. Oui. Forcément, oui. Mais c'est tout ce que je souhaite. Mais on y contribue de différentes manières. On y contribue, vous, avec votre podcast, anciennement votre émission littéraire. Beaucoup d'autres, par la plume, par la radio, par la télé, justement, essaient de faire advenir ce temps-là. Il faut qu'il y ait des leaders d'opinion beaucoup plus charismatiques et puis des directeurs courageux pour le faire. Il faut déconstruire, c'est ça. Ah oui. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui avait commencé à déconstruire. Je l'aime bien, c'est Amadi Alidjan. Je l'adore parce que lui, il déconstruit. Mais est-ce que la réception est prête à cette déconstruction-là, surtout historique? Alors, la question de la non-maturité du public pour consommer justement la lucidité et une nouvelle conscience, je ne peux pas la recevoir. Tout simplement, vous savez, Chirac, dans une phrase malheureuse, disait « L'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie ». Soyinka lui a répondu « L'a-t-elle jamais été pour la dictature ?» Et je trouve cet échange absolument sublime. C'est magnifique. Les peuples ont créé les conditions pour qu'ils soient prêts. On n'est jamais prêt a priori. On est mis devant le fait accompli. Et on l'embrasse, on le conteste parfois, mais on finit justement par être dans une nouvelle forme d'école. Mais bien sûr que le public est prêt. Vous êtes prêts. Les gens, je veux dire de manière générale, qui sont formés au CESTI sont prêts. Une bonne classe. Mais
je pense qu'il faut une dose, il faut une dose de courage, de rébellion. Si on a aujourd'hui quelqu'un qui veut casser les codes, qui veut redonner au journalisme toute sa puissance d'investigation, qu'on nomme à la tête du Soleil ou à la tête de la RTS, qui refuse d'être un commis de l'État et qui, justement, à l'intérieur, fait naître un embryon à côté de la rigueur que l'on connaît par ailleurs dans un journal comme Le Soleil, que je connais, moi, vous savez, je me suis intéressé à la figure de Mamles Dia, qui était journaliste au Soleil. Formidable plume. Il était journaliste sous Bara Diouf, un des premiers du Soleil. Le Soleil a eu 55 ans aujourd'hui. 10 grandes plumes. Mais oui, mais depuis très très longtemps, depuis Senghor quasiment, le journalisme est inféodé justement à l'État. Le service public. Le service public. On a un quotidien quasiment de gouvernement. Oui, on fait parfois des chroniques à la marge, mais la pluralité n'est pas intégrée à l'intérieur. Babacar Touré a essayé de donner un élan avec Sud. La famille Ignace l'a fait avec Walf. Maintenant, la déconstruction de la figure centrale de la diffusion, le broadcasting qui est justement maintenant remplacé par le podcasting, ouvre l'horizon à la fois numérique et l'horizon justement du rapport journalistique. Donc, faut y prendre sa part. Faut pas avoir peur que des sujets créent la polémique. Une polémique peut toujours être le moteur de la gestation de quelque chose. Il faut toujours se méfier des émissions qui endorment, dont tout le monde se satisfait. Il faut toujours des émissions qui créent parfois une forme de scission. Et surtout les émissions de débat, les émissions politiques, les émissions intellectuelles. Voilà. Et je pense que c'est un élan qu'il faut souhaiter. Moi, quand j'étais un peu enfofolé, avant maintenant d'être dans une position où je ne peux pas tout à fait écrire beaucoup parce que c'est beaucoup de travail, dans mes chroniques, je ne me suis pas gêné justement à parler de la société sénégalaise et dans mon livre et dans mon œuvre. Je sais ce que je fais quand j'écris pour moi, pour ma vie littéraire, et je sais ce que je fais quand j'ai la responsabilité de raconter l'histoire du continent et de tendre le micro à des experts. C'est deux boulots différents, mais qui communiquent d'une certaine manière, parce que mes principes, mon éthique, ma manière d'être, ma perception, mon ton, mon tempérament ne disparaissent pas. Mais compartimenter, c'est important pour ne pas être dans l'amalgame absolu. Une émission, c'est pas une tribune de propagande. Une émission, c'est respecter foncièrement les auditeurs et c'est se respecter soi et surtout respecter ceux qu'on invite. C'est pourquoi moi, je ne serai jamais ni, terme à la mode, un influenceur, ni un leader d'opinion, ni quelqu'un qui dit aux gens ce qu'ils ont à penser. Je leur donne le maximum de matière la plus véridique possible. Le choix leur appartient. Et les auditeurs vous disent quoi? Écoutez, les auditeurs qui reviennent sont contents. Que vous êtes aliénés? Non, non. Ça c'est, vous savez, si vous lisez la première page des bons ressentiments, mon essai, vous voyez ce que j'ai dit sur la question de l'aliénation. Non, écoutez, pour l'instant, je suis très heureux. Je sillonne le continent. J'étais au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Maroc. Nous faisons des émissions sur place. J'essaie de tout faire pour que la radio ne soit pas uniquement carcérale dans un studio, que la radio aille au plus près. Je pense que c'est important d'inclure énormément de chercheurs africains. Ainsi de suite, je pense que c'est quelque chose d'important. Et ça, voilà, les gens s'identifient, les gens saluent, les gens découvrent des choses. Oui, mais on n'a pas forcément besoin que tout le monde soit d'accord avec tout ce qui est dit par les experts. Parfois, il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord parce que une vérité vient contrarier des certitudes chez eux, militantes. And so what? Ça peut cohabiter comme ça. Et je pense que ça, la civilité du débat, la courtoisie de la controverse, c'est un horizon qui m'est cher, mais que je poursuis par mes écrits. Et dans l'émission, on est moins dans une logique de controverse, de débat. On est dans une logique de vulgarisation de connaissances. Et voilà, moi, je suis très, très fier et très heureux de proposer chaque dimanche, justement, une histoire des Afriques. Voilà. C'est important, on va finir avec
On a parlé du passé, on va finir avec le présent. Le passé déteint sur le présent. Notre histoire, l'histoire des Afriques, c'est une histoire maintenant qui se déchire de plus en plus. On a les pays de l'AES qui sortent de la CEDEAO, on a l'Algérie et le Maroc depuis lors qui ne se touchent pas, le Soudan se déchire. Aujourd'hui, le passé doit servir à quelque chose. Aujourd'hui, le passé sert à quoi? J'ai peut-être trop prêté au passé. Le passé n'a pas la panacée ou la formule magique pour guérir des blessures actuelles. Et puis, il ne faut pas qu'on tombe dans un romantisme à considérer qu'avant, dans l'histoire africaine, les sociétés vivaient pacifiquement. Les sociétés ont toujours été dans des logiques de confrontation, dans des logiques parfois d'annexion, de royaumes. Mais c'était à la logique des empires. Bah oui, c'est la logique des empires. C'était la règle. La conquête, oui. La domination, l'émancipation, oui. La recomposition des frontières, ainsi de suite. On pourrait aller très loin. Oui, on peut constater qu'il y a une dynamique peut-être un peu plus funeste aujourd'hui. Funeste, j'utilise ce terme pas dans un ton pessimiste ou dans une oraison de mort, mais parce que pour le coup, vraiment, il y a énormément de victimes. Vous parlez du Soudan du Sud, le conflit sur le Sud. C'est comme le Congo, c'est tragique, le Congo, la RDC, et puis voilà, l'arrivée du Rwanda sur la question. Mais voilà, ça c'est un aspect important, mais ça, encore une fois, ce sont symboles des échecs politiques, mais symbole aussi des logiques de fragmentation qui sont le fait des puissances qui peuvent aussi semer leur venin dans la région. Et puis, le désinvestissement dans des secteurs clés où les responsabilités sont partagées entre les organismes internationaux et les États défaillants dans des problématiques de santé, d'éducation, ainsi de suite. Les causes sont multiples. Mais au lieu de s'apitoyer sur les causes, maintenant, on a aussi une force, des leviers démocratiques, étatiques pour transformer les choses, affirmer les choses. Sans illusion aucune, l'Afrique ne vivra jamais dans une forme d'autarcie heureuse. C'est une forme de mythe qu'entretiennent à renfort de slogans beaucoup de gens. L'Afrique est dans le monde, avec le temps du monde. Elle va marcher avec le monde. Elle en tirera bénéfice, elle en tirera des leçons. C'est pourquoi le plus important pour beaucoup de gouvernements africains, je crois, c'est l'intelligence, justement, relationnelle. Savoir comment tirer profit, justement, de ce système qui connaît, justement, des défaillances graves. Mais ne pas avoir l'illusion tout de suite radicale de changer tout le système. Il faut déjà avoir du poids, avoir une assise assez franche pour poursuivre ce rêve-là. Et ce rêve-là, nous sommes nombreux à vouloir sortir d'un monde de productivisme absolu, de capitalisme effréné, d'inégalité criarde, ainsi de suite. Mais cela se construit. Et cela se construit pas par un romantisme du déboulonnage intempestif, par une forme d'ingénierie économique et d'ingénierie sociale et d'ingénierie culturelle, avec les bases classiques qu'on ne réinventera pas, une bonne formation, le respect de certaines valeurs, comme l'empathie, comme le courage, comme la communion. Mais le chantier est vaste. Et je pense que ce qu'il faut dire à beaucoup de jeunes dans le monde d'ailleurs, parce que moi, j'aime pas uniquement parler de jeunes Africains, c'est de dire, vous avez un formidable horizon à construire. Voilà, si on tombe dans un défaitisme ressentimiste, on va toujours être à la remorque, d'une certaine manière, d'une actualité sur laquelle on n'a aucune forme de prise. Mais justement, peut-être réenchanter un rêve et une espérance. Et je pense que les politiques aujourd'hui sont dans une logique parfois détricoteuse d'histoire et surtout conflictuelle. Et si vous ne donnez pas à un peuple les raisons de rêver que demain sera meilleur, eh ben, justement, on peut peut-être fermer boutique et puis dévider la politique de tout ce qui fait son essence et son charme. Merci beaucoup, Elgas. Merci, Papa Lune. Ce n'est pas Afrique, mémoire d'un continent, mais belle Afrique, histoire de Elgas. Merci beaucoup à Dakar Podcast pour la production. Belle équipe, hein? Très belle équipe, très professionnelle qui sont. Et les acteurs sont derrière nous. Suivez, likez, commentez. C'était Belle Podcast. À bientôt.